Envie et gratitude de Mélanie Klein. Chapitre 7. Partie 1. Je vais essayer maintenant de décrire brièvement les difficultés qui, au cours d'une analyse, peuvent être considérées comme des indices de progrès. Seul un travail long et assidu permet au patient d'affronter son envie primordiale et sa haine. Pour familiers qui soient à la plupart des hommes, le sentiment de compétition et d'envie, leurs implications les plus profondes et les plus primitives, vécues dans la situation transférentielle, ne sont pas moins extrêmement pénibles et de ce fait difficilement acceptés par les patients. Pour forte que soit la résistance à laquelle nous nous heurtons, chez l'homme ou chez la femme, lorsqu'on analyse leur jalousie et leur hostilité webidien, elle ne l'est pas autant que celle qu'on rencontre dans l'analyse de l'envie et de la haine à l'égard du sang maternel. Aider un patient à affronter ces conflits et ces souffrances constitue le plus sûr moyen de promouvoir la stabilité et l'intégration. Le transfert lui permet en effet d'instaurer son bon objet et son amour envers lui avec plus de sécurité et de prendre confiance en lui-même. Il va sans dire que pour analyser cette première relation, il faut explorer sa relation ultérieure, ce qui permet à l'analyste de mieux saisir la personnalité adulte du patient. Au cours de l'analyse, nous devons nous attendre à voir alterner des améliorations et des rechutes. Ceci peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, le patient a ressenti de la gratitude à l'égard de son analyste et a pu apprécier sa compétence. Cette même compétence, cause de son admiration, cède bientôt le pas à l'envie. L'envie peut se trouver compensée par la fierté d'être en traitement avec un bon analyste. Si cette fierté suscite un sentiment de possession, l'avidité infantile peut être ravivée et s'exprimer par ces termes. Je possède tout ce que je désire. J'ai une bonne mère rien que pour moi. L'avidité et la maîtrise ainsi ressenties peuvent détériorer la relation au bon objet et engendrer la culpabilité qui entraîne bientôt de nouvelles défenses, comme par exemple « Je ne veux pas faire de tort à l'analyste mère, je préférais ne pas accepter ces cadeaux ». Dans une telle situation, la culpabilité primitive d'avoir refusé le lait et l'amour offerts par la mère se trouverait animée parce que l'aide proposée par l'analyste n'a pas été acceptée. Le patient se sent aussi coupable du fait qu'il se prive lui-même, la bonne partie de son choix, de toute aide et de toute amélioration. Il se reproche d'imposer un trop lourd fardeau à l'analyste en ne coopérant pas suffisamment et il a ainsi le sentiment de l'exploiter. De telles attitudes, alternant avec son angoisse persécutive de se sentir dépouillé de ses défenses, de ses émotions, de ses pensées et de tous ses idéaux, Dans certains états d'angoisse, il semble n'exister d'autres alternatives dans l'esprit du patient que celle-ci, dépouiller ou être dépouillé.
J'ai déjà souligné que les défenses continuent à jouer malgré les nouvelles prises de conscience. Chaque pas vers l'intégration et l'angoisse qu'elle soulève peut raviver des défenses primitives qui se manifestent avec plus d'intensité, voire en faire surgir de nouvelles. Nous devons nous attendre aussi à voir l'envie primaire réapparaître de façon répétée. La situation affective est alors soumise à de nouvelles fluctuations. Par exemple, l'envie à l'égard de l'analyste réapparaît lorsque le patient se sent méprisable et de ce fait inférieur à son analyste, car il croit en même temps que l'analyste est calme et bienveillant. Dès lors, apparaît une cause toute particulière d'envie lorsque le patient compare son propre malheur, sa souffrance et ses conflits à ce qu'il croit être la sérénité de l'analyste, en réalité, sa santé mentale. Lorsque le patient est incapable d'accepter avec gratitude une interprétation dont il reconnaît pourtant l'utilité, nous sommes confrontés à l'un des aspects de la réaction thérapeutique négative. Celle-ci désigne aussi certaines autres difficultés que nous allons envisager maintenant. Au fur et à mesure que le patient progresse dans son interrogation, c'est-à-dire chaque fois que la partie envieuse, essente et taille de la personnalité haïe de la personnalité se rapproche davantage des autres parties de soi, des angoisses intenses apparaissent et le patient se méfie davantage de ses pulsions d'amour. Cette façon d'étouffer l'amour, déjà décrite comme une défense maniaque au cours de la position dépressive, trouve son origine dans les dangers qu'évoquent les pulsions destructives et l'angoisse de persécution. Chez l'adulte, la dépendance à l'égard d'une personne aimée est ressentie comme humiliante, pour autant qu'elle ranime l'impuissance fondamentale dans laquelle se trouvait le nourrisson. Mais il ne s'agit pas simplement d'impuissance infantile. Si l'enfant craint que ces pulsions destructives ne transforment la mère en un objet persécuteur ou endommagé, son angoisse s'intensifie et sa dépendance à l'égard de la mère devient excessive. Elle peut se trouver ravivée dans la situation transférentielle. L'angoisse de voir l'avidité détruire l'objet si l'on donnait libre cours à l'amour peut constituer une autre raison de réprimer les pulsions amoureuses. Il en va de même lorsque les sujets redoutent que l'amour n'amène trop de responsabilités et que l'objet aimé ne devient pas trop exigeant. Lorsque le patient sait inconsciemment que la haine et les pulsions destructives demeurent actives, sa sincérité peut s'en trouver accrue. Il admet qu'il ne s'aime pas plus qu'il n'aime les autres. L'angoisse ne peut apparaître sans que le moi ne mette en œuvre toutes les défenses dont il dispose. C'est ainsi que les processus de clivage jouent un rôle considérable pour parer aux expériences persécutives et à l'angoisse dépressive. Lorsque nous interprétons ces processus de clivage, le patient prend davantage conscience d'une partie de lui-même qui les terrifie. Il sent qu'elle représente ses pulsions destructives. Lorsque le processus primitif de clivage, toujours lié aux éléments schizoïdes et paranoïdes, ne prédomine pas,
Le refoulement de pulsions est plus intense et les tableaux cliniques diffèrent. Nous avons alors affaire à une catégorie de malades plus névrosés chez qui le clivage primitif a été, dans une certaine mesure, réduit et chez qui le refoulement est devenu la principale défense contre leurs troubles affectifs. L'analyse peut être entravée pendant de longues périodes par une autre difficulté, à savoir la persévérance avec laquelle le patient reste fixé à un intense transfert positif qui risque de nous induire en erreur car il repose sur l'idéalisation. Du coup, la haine et l'envie qui ont été scindées s'en trouvent masquées. Les angoisses orales sont ainsi souvent évitées et les éléments génitaux promus au premier plan. J'ai essayé de montrer ailleurs que les pulsions destructives, expression de l'instinct de mort, sont ressenties comme étant en premier lieu dirigées contre le moi. Lorsque le patient est confronté avec elles, même si cette confrontation est progressive, il se sent menacé de destruction, alors qu'il est en train de reconnaître cette pulsion comme autant d'aspects de lui-même et de les intégrer. En d'autres termes, à certains moments, les patients doivent faire face à de graves dangers qui résultent de son intégration. Son moi risque de se trouver débordé. Il peut perdre la partie idéale de son soi lorsqu'il est amené à reconnaître l'existence de la partie clivée, destructive et taillie de sa personnalité. L'analyste peut devenir hostile et user des représailles en raison des pulsions destructives du patient qui ne sont plus refoulées et se présenter ainsi comme une image surmoïque dangereuse. Dans la mesure où l'analyste représente le bon objet, il est menacé de destruction. Ce danger auquel l'analyste est exposé contribue à renforcer la résistance que nous rencontrons en essayant de réduire les clivages et de promouvoir l'intégration. Ceci s'explique si nous nous souvenons que le jeune enfant sent que son objet originel est la source de tout bien et de toute vie et par là irremplaçable. La crainte d'avoir détruit cet objet est la cause de la plupart des difficultés affectives et prend une part importante dans les conflits qui naissent au cours de la position dépressive. La prise de conscience de cette envie destructive donne naissance au sentiment de culpabilité qui peut pendant un certain temps inhiber les capacités du patient. Lorsque les fantasmes omnipotents, voire mégalomaniaques, deviennent plus intenses et constituent une défense contre l'intégration, nous nous trouvons devant une situation très différente. C'est peut-être là une phase critique, car les sujets cherchent à se protéger en renforçant ses attitudes et ses projections hostiles. Il se croit ainsi supérieur à l'analyste, qui l'accuse de le sous-estimer, justifiant de cette façon la haine à son égard. Il s'attribue le mérite de tous les progrès accomplis. Quand se rapporte à la situation du petit enfant, le patient a pu, en fantasme, se croire plus puissant que ses parents, voire imaginer qu'il ou qu'elle avait créé sa propre mère, lui avait donné naissance et que le sang maternel lui appartenait. Ce sera alors la mère qui aurait dérobé les sangs aux patients, et non les patients qui l'en auraient dépouillé.
La projection, l'omnipotence et la persécution sont à leur point culminant. On retrouve ce fantasme chaque fois qu'il est question de priorité à propos d'une découverte scientifique ou autre. Ce désir impérieux de priorité peut être ranimé aussi par d'autres facteurs tels que les diverses ambitions et tout particulièrement par un sentiment de culpabilité fondamentalement lié à l'envie et à la destruction de l'objet originel et de ses substituts. Car la culpabilité d'avoir dépouillé l'objet originel peut conduire à la dénégation, en revendiquant une complète originalité. On croit écarter tout soupçon d'avoir dérobé à l'objet ou accepté de lui quoi que ce soit. J'ai insisté plus haut sur les difficultés qui peuvent surgir à certains moments de l'analyse chez les patients dont l'envie est constitutionnellement intense. Néanmoins, l'analyse de ces troubles graves et profonds constitue dans nombre de cas une protection contre le danger potentiel d'une psychose qui pourrait éclater si les attitudes devenaient par trop envieuses ou omnipotentes. Mais il est essentiel de ne pas trop précipiter les étapes qui mènent vers l'intégration. Si le patient découvrait trop brutalement la division de sa personnalité, il aurait de grandes difficultés à l'affronter. Lorsque le patient prend conscience de ses pulsions envieuses et destructives, il les trouve d'autant plus dangereux que le clivage a été plus intense. Au cours de l'analyse, le schéma qui mène à prendre conscience de coupures existant dans les choix du patient doit être parcouru lentement et progressivement. Les aspects destructifs doivent être maintes fois perdus et retrouvés avant qu'une intégration plus complète puisse avoir lieu. Il en résulte que les sentiments de responsabilité, la culpabilité et la dépression sont vécus de façon plus intense. Le moins en sort alors renforcé. L'omnipotence des pulsions destructives et l'envie s'atténue. Et la capacité d'amour et de gratitude, jugulée par les processus de clivage, se trouve libérée. Ainsi, les parties clivées deviennent progressivement plus acceptables et les patients est de plus en plus capable de refouler les pulsions destructives à l'égard des objets d'amour, au lieu de cliver le soi. De ce fait, la projection qui transformait l'analyste en une image dangereuse et punitive s'atténue. Du même coup, la tâche de l'analyste qui doit aider les patients à progresser vers l'intégration devient plus aisée, c'est-à-dire que la réaction thérapeutique négative perd son intensité. L'analyse des processus de clivage et celle de la haine et de l'envie sur lesquels ils reposent, tant dans des transferts positifs que dans des transferts négatifs, soumettent l'analysé et l'analyste à rude épreuve. C'est bien pourquoi certains analystes ont tendance à renforcer les transferts positifs et à éviter les transferts négatifs. Ils cherchent aussi d'affermir les sentiments d'amour en assumant le rôle de bon objet que les patients n'aient pas été capables d'instaurer avec sécurité par le passé. Cette technique diffère essentiellement de celle qui vise à atténuer la haine par l'amour en aidant les patients à parfaire l'intégration de son choix. Mon expérience m'a montré que les techniques visant à rassurer les patients sont rarement
couronné de succès. Et en particulier, leurs résultats ne sont guère durables. Le besoin de se sentir rassuré, besoin qui remonte à la première relation à la mère, se trouve profondément enraciné en chacun de nous. Non seulement le nourrisson s'attend-il à ce que sa mère comble tous ses besoins, mais encore désire-t-il ardemment qu'elle lui prodigue des signes d'amour, toutes les fois qu'il éprouve de l'angoisse. Ce désir intense de se sentir rassuré est un facteur capital dans la situation analytique. Et nous ne devons pas sous-estimer son importance chez nos patients, qu'ils soient adultes ou enfants. Bien que leur but, conscient et souvent inconscient, soit d'être analysés, nous trouvons qu'ils ne renoncent jamais complètement au désir d'obtenir des preuves d'amour et d'estime de la part de l'analyste et de sentir de la sorte rassuré. Même la coopération du patient, qui rend possible l'analyse des couches les plus profondes du psychisme, des pulsions destructives et de l'angoisse persécutive, peut jusqu'à un certain point être influencé par les besoins impérieux de donner satisfaction à l'analyste et d'être aimé de lui. L'analyste, qui a conscience de ces faits, analysera les racines infantiles de tel désir, sinon par son identification au patient. Le contre-transfert sera fortement influencé par le besoin archaïque d'être rassuré et retentira ainsi sur sa technique. Du fait de cette identification, l'analyste peut être tenté de prendre la place de la mère et de céder à un besoin impérieux de soulager immédiatement les angoisses de son enfant, c'est-à-dire du patient. Une des difficultés qui surgissent lorsqu'on cherche à faire progresser le sujet dans son intégration s'exprime par la phrase « Je comprends ce que vous me dites, mais je ne le sens pas ». Nous savons que nous nous adressons à une partie de la personnalité qui, en ce moment donné, est en l'occurrence n'est suffisamment accessible ni au patient ni à l'analyste. Nos efforts pour aider le patient à parfaire son intégration n'aboutiront que dans la mesure où nous pourrons lui montrer, à l'aide du matériel qu'il nous apporte ou nous a apporté, comment et pourquoi il reproduit chaque fois un clivage qui détache certaines parties de soi. Ces preuves peuvent nous être fournies par tel ou tel rêve que le patient aura fait avant la séance, ou encore pour tout l'ensemble de la situation analytique. Si une interprétation du clivage se trouve étayée de la façon déjà décrite, elle peut se trouver confirmée à la séance suivante par un fragment de rêve ou quelque matériel supplémentaire. La somme de toutes ces interprétations a pour effet de permettre au patient d'avancer peu à peu dans la voie de l'intégration et de la prise de conscience. L'angoisse qui fait obstacle à l'intégration doit être comprise et interprétée dans sa totalité dans la situation de transfert. J'ai déjà souligné que la réintégration, grâce à l'analyse, de parties détachées de soi peut faire naître dans le psychisme du patient une menace dirigée contre le soi et contre l'analyste. En essayant d'aborder l'angoisse,
on ne doit pas sous-estimer les pulsions d'amour que l'on peut déceler dans les matériels, car ce sont ces pulsions qui finalement permettent au patient d'atténuer sa haine et son envie. Aussi intense que soit l'impression ressentie par les patients, qu'une interprétation a manqué son but, il faut savoir qu'il s'agit souvent là d'une résistance. Si, dès le début de l'analyse, nous avons attaché une attention suffisante aux tentatives réitérées de séparer par clivage les parties destructives de la personnalité, en particulier la haine et l'envie, nous avons fait du moins, dans la plupart des cas, permis aux patients de progresser dans la voie de l'intégration. Ce n'est que grâce au travail assidu et attentif de l'analyste que nous pouvons espérer aboutir à une intégration plus stable chez les patients. Je vais rapporter maintenant 2 rêves illustrant ces stades de l'analyse. Il s'agit du second patient dont je parlais dans un chapitre précédent, mais cette fois à un stade plus avancé de son analyse. Son intégration avait progressé et il s'était amélioré à plusieurs points de vue. Il raconta alors le rêve suivant qui témoigne des fluctuations des processus d'intégration dus à la souffrance causée par des sentiments dépressifs. Il se trouvait dans un appartement situé à un étage supérieur et un ami, l'un de ses amis, X, l'appelait de la rue, l'invitant à aller faire une promenade. Il ne descendait pas rejoindre X, parce qu'un chien noir qui se trouvait dans l'appartement risquait de sortir et de se faire écraser. Il se mit à caresser le chien. Lorsqu'il regarda par la fenêtre, il s'aperçut que X s'était effacé. Certaines associations lui permirent de rapprocher cet appartement du mien et de comparer le chien noir avec mon chat noir, dont il parla au féminin. Les patients n'ont jamais aimé X. Ils avaient fait leurs études ensemble. Il le décrivit comme étant doucereux et hypocrite, X. X empruntait souvent de l'argent, qu'il rendait d'ailleurs toujours, mais le demandait en donnant l'impression d'y avoir droit. Les patients admirent cependant que X était très compétent dans sa profession. Il reconnut que l'ami d'un de ses amis représentait un aspect de lui-même. L'essentiel de mon interprétation porta sur le fait qu'il prenait davantage conscience de certains aspects displaisants et dangereux de ma personnalité. Les dangers que courait le chien-chat, c'est-à-dire l'analyste, étaient d'être écrasé, c'est-à-dire endommagé, par X. Lorsque X lui avait proposé de l'accompagner, on pouvait voir là symboliser un pas vers l'intégration. Alors apparut dans son rêve un élément rassurant, l'idée que X, en dépit de ses défauts, avait bien réussi dans sa profession. Dans ses rêves, il se rapproche d'un aspect de lui-même qui n'est ni aussi destructeur, ni aussi envieux que dans le matériel précédent, signe évident d'une amélioration. Le crainte du patient concernant les chiens-chats exprime son souhait de protéger l'analyste contre ses propres tendances hostiles et avides représentées par X. Ceci entraîna une accentuation passagère du clivage qui avait déjà été en partie réduit.
que X, la partie rejetée de lui-même, ne faisait que s'effacer sans partir complètement, indiquait la nature passagère du processus intégratif. Cette phase d'analyse fut marquée par la totalité dépressive du patient, la culpabilité à l'égard de l'analyste et le désir de la protéger étaient au premier plan. Dans ce contexte, la peur de l'intégration était rattachée au sentiment que l'analyste devait être protégé des pulsions avides et dangereuses, refoulées. Nul doute qu'un clivage persistant, mais le refoulement des pulsions destructives et avides était devenu plus évident. Ainsi, il devenait nécessaire d'interpréter à la fois le clivage et le refoulement. Un autre rêve fut apporté par le premier patient mentionné plus haut à un stade plus tardif de son analyse. Ces rêves témoignaient qu'il avait progressé dans son intégration. Il rêva qu'il avait un frère délinquant qui avait commis un crime. Il avait tué et volé les personnes qui l'avaient invité chez elle. Les patients en étant profondément affectés, mais son sentiment de solidarité à l'égard de son frère l'obligeait à les sauver. Tous deux prirent la fuite et se retrouvent à bord d'un bateau. Ces associations l'amènent à parler alors des Misérables de Victor Hugo. Il mentionna Javert, qui toute sa vie durant avait persécuté un innocent, le poursuivant jusqu'à dans les égouts de Paris, où il avait cherché refuge. Mais Javert se suicida à la fin, en reconnaissant que toute sa vie avait été engagée dans une fausse voie. Les patients reprirent alors le récit de son rêve. Son frère et lui furent arrêtés par un agent de police qui les regarda avec bienveillance. Et il se prit à espérer qu'il ne sera peut-être pas exécuté. Il semblait abandonner son frère à son propre sort. Les patients prit immédiatement conscience que le frère délinquant représentait une partie de lui-même. Il avait récemment utilisé l'expression délinquante pour qualifier certaines conduites très anodines. Rappelons-nous que dans un rêve précédent, il avait parlé d'un jeune délinquant à l'égard duquel il ne savait quelle attitude adopter. Cette nouvelle étape de l'intégration fut marquée par le fait que le patient acceptait d'endosser la responsabilité de son frère délinquant et qu'il se trouvait embarqué dans le même bateau. J'interprétais le crime d'avoir volé et assassiné les personnes qui l'avaient reçu avec bienveillance comme une attaque fantasmatique contre l'analyste. Je lui rappelai l'angoisse qu'il avait souvent exprimée. La crainte que son désir avide de me ravir tous ceux qui étaient à sa portée ne vienne à me nuire. Je rattachai ceci au sentiment de culpabilité concernant sa mère. Les policiers bienveillants représentaient l'analyste qui ne le jugerait pas trop sévèrement et l'aiderait à se débarrasser de la mauvaise partie de lui-même. Je soulignais en outre qu'on pouvait noter la réapparition dans ce processus d'intégration d'un clivage affectant à la fois le soi et l'objet, comme il illustre le double rôle qu'assumait l'analyste, celui de policier bienveillant
est celui du persécuteur Javert qui finit par se suicider, et sûr que le patient projette ce qu'il a de mauvais. Tout en reconnaissant qu'il était responsable de la partie délinquante de sa personnalité, les patients ne continuaient pas moins à recourir au clivage. Ainsi, il figurait sous les traits de l'homme innocent, mais d'autre part, les égouts dans lesquels il était poursuivi représentaient les profondeurs de sa destructivité anale et orale. La réapparition du clivage était due non seulement à l'angoisse persécutive, mais aussi à l'angoisse dépressive. Les sujets craignaient qu'il ne pouvait s'en nuire à l'analyste, surtout lorsqu'elle jouait un rôle bienveillant, l'exposait à la mauvaise partie de lui-même. C'était une des raisons de son alliance avec l'agent de police, dirigé contre la mauvaise partie de lui-même qu'il désirait détruire. Deuxième partie, chapitre 7. Freud a très tôt admis que certaines variations individuelles de développement étaient dues à des facteurs constitutionnels. C'est ainsi par exemple que dans son article Caractère et érotisme anal en 1908, il soutient que chez de nombreux individus, un érotisme anal intense est de nature constitutionnelle. Abraham découvrit que la force des pulsions orales comportait un élément inné qui se trouve lié à l'étiologie de la psychose maniaco-dépressive. Il décrit que ce qui est réellement constitutionnel et héréditaire est une accentuation excessive de l'érotisme oral, de la même manière que l'érotisme anal semble être, dès le début, un facteur prépondérant dans certaines constellations familiales. J'ai déjà mentionné que l'avidité, la haine et les angoisses persécutives se rapportant à l'objet originel, à savoir les sons de la mère, sont de nature innée. Dans les présents ouvrages, j'ai ajouté l'envie, la manifestation la plus puissante des pulsions sadiques orales et sadiques anales, est également de nature constitutionnelle. L'intensité variable de ces facteurs constitutionnels est, selon moi, liée à la prépondérance de l'un ou de l'autre instinct, dans le jeu combiné de l'instant de vie et de l'instant de mort décrit par Freud. Je crois qu'il existe une relation entre cette prépondérance de l'un de ces instants et la force ou la faiblesse du moi. J'ai souvent parlé de la force du moi dans son rôle pour contrôler l'angoisse, comme d'un facteur constitutionnel. La difficulté à tolérer l'angoisse, la tension et la frustration témoignent les commencements de la vie postnatale, d'un moi trop faible pour affronter les pulsions destructives et les sentiments de persécution auxquels il est exposé. Lorsqu'un moi faible se trouve exposé à des angoisses aussi intenses, il réagit en utilisant exagérément des défenses qui appartiennent toutes à un stade primitif du développement, à savoir le déni, le clivage et l'omnipotence. Conformément à ma thèse, j'ajouterai qu'un moi constitutionnellement fort ne devient pas facilement la proie de l'envie et se trouve plus apte à effectuer les clivages contre bon et mauvais, ce que je considère comme la condition préalable à l'instauration d'un bon objet. Le moi est alors moins exposé à ces processus de clivage, menant au morcellement
que l'on retrouve dans le trait paranoïde schizoïde lorsque ceux-ci sont marqués. En outre, le premier développement est soumis à un autre facteur, à savoir la grande diversité des expériences externes vécues par l'enfant. Ainsi s'explique en partie le développement de ses premières angoisses, particulièrement intenses, chez le nourrisson dont la naissance fut difficile et l'allaitement insatisfaisant. Cependant, je suis convaincue, pour l'avoir souvent observé, que l'impact de ces expériences externes est proportionnel à l'intensité constitutionnelle de pulsions destructives innées et des angoisses paranoïdes qui en découlent. Beaucoup de nourrissons, dont les expériences n'ont pas été entièrement défavorables, présentent des troubles graves de l'alimentation et du sommeil. Et nous pouvons constater chez eux tous les signes d'une angoisse intense dont les circonstances externes ne rendent pas entièrement compte. Nous savons bien que certains nourrissons qui ont pourtant été exposés à des privations graves et qui ont vécu dans des circonstances défavorables ne présentent pas des angoisses excessives, ce qui permettrait de supposer que des éléments paranoïdes tant vieux ne prédominent pas chez eux, comme le confirme souvent l'évolution ultérieure. Au cours de ma pratique analytique, j'ai pu, de nombreuses occasions, rattacher l'origine de la formation du caractère aux variations que subissent le facteur inné. Il nous reste beaucoup à apprendre en ce qui concerne les influences prénatales. Mais même une conscience plus approfondie n'infirmerait pas l'importance des éléments innés qui déterminent la force du moi et des pulsions instinctuelles. L'existence de facteurs innés souligne les limites de la thérapie psychanalytique. Je le sais bien. Et pourtant, mon expérience m'a montré que, dans un certain nombre de cas, il nous est possible de produire des changements fondamentaux et positifs, même lorsque les dispositions constitutionnelles ne furent pas favorables.